Et il nous a semblé important de consacrer cette soirée, cette réflexion, ce mois, sur la question du travail. D'abord parce que le travail fait l'homme. L'homme, c'est l'animal qui travaille, c'est l'homo faber. C'est Bergson qui a inventé cette idée d'homo faber, l'homme qui fabrique. La différence entre un homme et un animal, c'est qu'un animal peut utiliser du bois, des pierres. L'homme va fabriquer des outils. Et fabriquer des outils, ça veut dire anticiper une transformation de l'environnement pour le rendre plus sûr, plus fécond, plus beau. Le travail, c'est ce qui relie l'homme à la nature et qui permet à l'homme de transformer la nature et donc de recevoir la nature d'une certaine façon. La relation entre l'homme et son environnement, l'homme et la nature, va passer par le travail et par la qualité de son travail. Le deuxième point qui me semble important d'aborder ce soir dans nos réflexions et dans nos discussions, dans notre méditation pendant tout ce mois consacré au travail, c'est de réfléchir sur les différentes formes de travail. La définition économique du travail, le travail c'est une activité qui est utile à au moins une autre personne. Si je me rase le matin, je ne travaille pas, mais si je rase quelqu'un, je suis barbier, je travaille. C'est la différence que l'on fait entre une activité quelconque et le travail. Or, les formes de travail sont très nombreuses. Elles ne se réduisent pas au travail salarié, au travail en entreprise. Travail domestique, élever les enfants, rendre sa maison accueillante pour y vivre, en faire son lieu de vie, c'est du travail. Tout l'immense espace du travail associatif. Une grande partie de notre activité sociale, culturelle, une partie de l'activité économique, éducative, dépend de bénévoles qui acceptent de rendre des services et donc de travailler pour le bien des autres sans être rémunérés. Il y a toute la partie du travail collaboratif sur Internet qui va de Wikipédia, une encyclopédie qui est construite par des personnes qui gratuitement donnent des informations, tous les blogs qui sont pleins d'informations que l'on mise à disposition de tout le monde, et puis tout ce travail que l'on réalise, qu'on appelle le travail du client, parce qu'on remplit des feuilles d'impôts sur Internet, parce qu'on prend son billet de train sur Internet, ça c'est du travail qui n'est pas du travail rémunéré, et qui donc fait partie de cet immense continent du travail non rémunéré. Travail non rémunéré, travail rémunéré, c'est à peu près 50-50. Donc, deuxième point important pour l'écologiste humaniste que nous sommes, c'est de prendre conscience qu'il ne faut pas réduire le travail au travail salarié, qu'il faut ouvrir notre regard et faire ouvrir le regard de chacun sur l'ensemble des formes du travail qui font une société. Parce qu'un vivre ensemble, je reviens à mon premier point, il y a vivre ensemble parce qu'il y a humanisation par le travail, il y a humanisation de notre environnement par le travail, il y a création d'une société particulière, la société française qui n'est pas la société birmane ni la société japonaise, parce que la façon de travailler est différente, parce que l'environnement que nous produisons est différent, parce que les formes de travail que nous produisons sont différentes. Et puis aujourd'hui, la question de la qualité du travail, qu'il soit rémunéré ou qu'il soit non rémunéré, c'est une question politique centrale. Pourquoi? Et c'est notre sujet et c'est notre conviction dans le courant pour une écologie humaine, parce que le travail fait à la fois l'homme et donc la qualité de l'homme, et l'environnement et donc la qualité de l'environnement. Un travail violent dégrade l'homme, mais dégrade aussi l'environnement. Voilà notre enjeu, et voilà l'enjeu qu'il faut porter, y compris dans les entreprises, y compris dans les administrations, y compris dans les nouvelles formes de travail précarisées. Voilà l'enjeu d'une écologie humaine authentique. Bonjour, je suis Florence, je travaille en tant qu'ingénieure au sein d'une entreprise internationale dans le domaine de l'industrie et je suis également femme, épouse, mère de 2 enfants et bientôt 3. Donc quand on me parle de travail, spontanément, je pense à mon travail professionnel. Bien entendu, le travail il existe aussi à la maison de manière importante. Le travail, c'est prendre soin des membres de la famille, de son époux, de ses enfants, au sens très physique du terme, nourrir, laver, soigner, habiller.
mais aussi plus spirituelle, éduquer, élever et faire en sorte que chacun des membres de la famille puisse grandir. Ça passe aussi par un soin apporté à l'environnement, à la maison, donc le ménage, les courses, l'entretien. Et puis de plus en plus dans mon travail domestique ou familial, il y a une partie préparation de moments de qualité, organisation de vacances, voilà, une partie aussi préparation de l'avenir, gestion des finances budgétaires. Sur ce travail-là, je dirais spontanément, je vois beaucoup d'éléments pénibles. Pénibles parce que répétitifs, quoi, hein. Tous les jours, il faut habiller ses enfants, insister sur les mêmes... voilà, sur le dire merci s'il te plaît. Tous les jours il faut nettoyer la cuisine, balayer, refaire les courses, préparer les repas, avec une valeur ajoutée qui voilà, une valeur, je sens pas toujours une valeur ajoutée ou une personnalisation forte des tâches ou une créativité. Néanmoins, en fait, en prenant un peu de recul, il y a aussi des éléments très très gratifiants dans ce travail-là, et notamment le fait qu'on est dans l'instant présent, et donc il y a un plaisir dans la tâche qui est accomplie, et je pense notamment aux soins apportés aux enfants, mais ça peut être aussi le plaisir de réaliser un bon gâteau ou de préparer une belle table. Et puis là, il y a une adhésion très forte avec la finalité. Enfin, si je peux parler de finalité de ce qu'on fait, parce que dans le travail domestique, on est beaucoup plus dans le comment je le fais, et c'est ça qui va avoir du sens, contrairement à l'entreprise où la qualité du travail va se mesurer à la performance. On se fixe des objectifs qui sont mesurables, atteignables, qui doivent être spécifiques, qui doivent être quantifiés. Dans le travail familial, au contraire, hein, on se fixe parfois des objectifs qui sont inatteignables, et c'est finalement le fait d'aimer sans condition, sans exigence de performance, qui va faire grandir l'enfant, qui va faire grandir la famille. Et voilà, donc ça c'est un aspect très très différent et qui donne tout son sens. Donc en conclusion, le travail familial me semble quelque chose d'essentiel, essentiel pour les membres de sa famille, les personnes qu'on aime, pour créer un environnement qui leur permette de se développer, de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'ils soient heureux tout simplement, qu'ils grandissent dans l'amour. Et puis l'autre aspect essentiel, c'est que ça crée des conditions favorables pour pouvoir faire d'eux des acteurs, des décideurs de demain, et afin qu'ils puissent contribuer chacun à leur échelle et à leur mesure au bien de la société. Le travail bénévole, c'est tout d'abord un travail. C'est donc une action que je, personnellement, vais faire en corrélation avec d'autres personnes et au service d'autres personnes. Je vais donc produire une richesse, je vais aider une association à faire son site internet, je vais aider une association je vais apprendre le français à des étrangers, je vais aider à distribuer la soupe populaire, je vais créer donc une richesse. Cette richesse, elle est importante parce qu'elle me permet de participer à la construction de la société, essayer de faire en sorte que cette société dans laquelle nous vivons tous soit un peu plus humaine, un peu plus équilibrée. Le travail bénévole, il a deux autres dimensions. La première, c'est qu'il est gratuit. C'est-à-dire que la personne qui va créer la richesse, qui va faire une action, ne touchera pas de rémunération, ni directe, ni même indirecte. Et cette dimension est extrêmement importante. Premièrement, parce qu'elle nous rappelle que la production de richesse n'est pas forcément quelque chose de corrélé à une rémunération. On peut produire des richesses, on peut agir au service des autres,
on peut participer à la société même si on n'a pas de rémunération en face de ça. Et cette dimension est extrêmement importante à conserver dans le bénévolat parce que seul le bénévolat permet de rappeler que cette création, cette action n'est pas du tout liée à une rémunération, elle est d'abord liée à une envie d'agir. Et ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que ce travail, il est libre. Il est librement consenti. Un bénévolat ne peut pas être contraint dans un contrat. Il ne peut pas être contractualisé et le bénévole ne peut pas être puni ou avoir des moyens de coercition contre lui. C'est lui qui décide ce qu'il va faire, avec qui il va le faire et dans quelle cause il va le faire. Et ça, c'est également une dimension extrêmement importante, c'est que c'est un lieu où en fait la personne se réunit avec elle-même, elle retrouve l'essence de ce qu'elle est, elle se remet en phase avec le monde et elle retrouve des espaces où elle va se sentir a priori en relation la plus parfaite et la plus efficace au monde qui l'entoure et elle veut se sentir le plus utile. Et ça, cette dimension-là, chacun doit la trouver soi-même et personne ne peut vous amener dans un territoire ou dans un autre. Et c'est important que dans la société dans laquelle on avance aujourd'hui, on sorte un peu de cette logique qui est que je ne travaille que lorsque je suis rémunéré, qu'on parte d'abord de se dire de quoi est-ce que le monde a besoin, qu'est-ce que je peux faire, et ensuite on essaie de voir sur quelles actions on va toucher une rémunération, ou par quels moyens on va toucher une rémunération pour pouvoir apporter toute cette richesse dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Il y a environ 15 millions de bénévoles en France. Aujourd'hui, si jamais un jour ou 2 jours ces bénévoles se donnaient le mot d'arrêter complètement leur bénévolat, la société s'arrête. Elle repose sur notre engagement à tous. Alors aujourd'hui, c'est simple, à vous de décider, il y a plein d'associations autour de vous, Écologie Humaine ou d'autres, n'hésitez pas à apporter votre richesse parce que votre talent, la société en a terriblement besoin aujourd'hui. Alors pour le travail dans l'entreprise, il y a probablement 3 façons de l'aborder. Pour l'illustrer, en fait, je vais vous raconter une petite histoire du tailleur de pierre que vous connaissez peut-être. Ça se passe au Moyen-Âge. Un voyageur est dans une plaine d'Île-de-France et voit 3 hommes en train de taper sur des pierres. Il demande au premier ce qu'il fait. Et le premier lui dit voilà, je travaille pour Maître Simon, j'arrive le matin tôt, je travaille ensuite 12 heures, je tape sur mes pierres et Maître Simon me paye assez bien pour ça. Le soir, je repars. Le deuxième, à qui il pose la même question, lui dit écoutez, voilà, je suis en train de faire un arrondi avec un angle très pointu. C'est une tâche assez difficile, ce qui permettra en fait de s'encastrer dans une autre pierre et de tenir en fait parfaitement l'un à l'autre. Ah, c'est très intéressant. Il va au troisième et pose la même question. Le troisième le regarde d'un air étonné, se lève, se retourne, il dit mais voyageur, ne vois-tu pas donc que je suis en train de construire une cathédrale ? Cette petite histoire, en fait, illustre assez bien l'approche que chacun peut avoir de son travail au sein d'une entreprise. Le premier, il voit d'abord une source de revenus, bien sûr, mais aussi une source de revenus qui est basée sur du temps qu'il vend à son employeur. Le deuxième se consacre, en fait, à une expertise, à développer une expertise et vend ce savoir-faire, cette expertise à l'entreprise, alors que le troisième participe à une aventure collective. La notion de vendre son temps s'est beaucoup développée au XIXe siècle, à un moment où l'économie s'est industrialisée. Les tâches sont devenues de plus en plus découpées et simplifiées, de tel point en fait, que chaque ouvrier vendait son temps. Et ce qu'on achetait à un ouvrier, ce n'est pas son intelligence ni sa capacité de mobilisation, mais d'abord une tâche simple. Et donc on achète cette aliénation pendant un certain nombre d'heures. Cette approche-là est pour moi une aberration aujourd'hui. De vouloir pousser à tout prix la notion de réduction de temps de travail, c'est pas malsain en soi, probablement, en tout cas c'est plein de bonne volonté. Il n'empêche que ça met l'accent sur le fait que les hommes vendent leur temps et donc s'aliènent. Et c'est comme si un homme en fait avait deux parties, une partie qui ne lui appartenait pas et puis sa vie privée qui lui appartenait. Il y a quelque chose de terriblement dégradant pour ça, et pour moi c'est une impasse. Je n'arrive pas à comprendre les 35 heures, les RTT, pas pour le fait que ce soit 35 heures RTT, mais plus pour le fait que c'est pour te dire, toi salarié, tu ne fais que vendre ton temps. La deuxième partie s'accommode assez bien de vendre une tâche, et de vendre une tâche comme le fait par exemple un chauffeur Uber, il vend le déplacement d'un endroit à un autre, c'est très bien.
La seule chose, c'est qu'on n'a pas le sentiment en fait, que chaque chauffeur Uber a le plaisir de construire en fait, un empire Uber. Il n'y a pas une aventure collective, mais au moins c'est simple et carré. La troisième, c'est ce que cherche à faire tout chef d'entreprise, c'est donner un sens à la réalisation commune. Pourquoi? Parce que chaque participant va savoir ce à quoi il contribue, les uns et les autres vont savoir quelles sont leurs priorités, et donc ça se donne plus de possibilités à l'innovation, à la collaboration et tout ça. Le futur, il est probablement dans le mélange de ces deux derniers points, c'est-à-dire que chaque jour, même dans une entreprise qui a une vision et une ambition collective forte, chaque individu doit savoir ce qu'il coûte et ce qu'il apporte à son entreprise, comme un entrepreneur. Inversement, il ne faut pas se faire d'illusions aussi sur l'œuvre collective. Les actionnaires peuvent décider en fait, de la vente du jour au lendemain. Mais c'est dans cet équilibre-là, sans doute, qu'on arrivera à quelque chose. Ce qui est vrai pour l'entreprise est vrai aussi pour l'humanité. Chaque jour, on doit se demander qu'est-ce qu'on consomme de l'humanité, qu'est-ce qu'on lui apporte, et puis aussi qu'est-ce qu'on veut faire collectivement au sein de cette humanité.